8h34 sur Europe 1, l'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour à tous. Ça y est, on a retrouvé François Hollande qui n'avait pas disparu, qui était en vacances. Europe 1 vous l'a déjà rapporté dans sa matinale et la preuve est en photo à la une du Parisien et Nice Matin. Je vous en parlerai tout à l'heure des vacances du président. Mais d'abord, je voulais vous rapporter cette information de Vosges Matin. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Voilà 3 ans qu'un jeune couple de Rambervillers, dans les Vosges, est privé de sa petite fille Luna. Alors qu'elle n'avait pas 1 an, elle leur a été retirée par la justice en raison de soupçons de mauvais traitement. Lors d'une visite à l'hôpital, des traces suspectes sur le corps du bébé avaient alerté les médecins. La vérité, la voilà. L'enfant souffre, comme sa maman d'ailleurs, d'une maladie génétique rare, l'angioëdème héréditaire, qui se manifeste par des gonflements et des rougeurs sur le corps. Il a fallu 3 ans pour que les médecins disculpent les jeunes parents, aujourd'hui âgés de 26 et 22 ans, et leur innocence a été reconnue par la justice en juin dernier, après 3 ans d'une bataille acharnée. Et tout est rentré maintenant dans l'ordre, alors ? Eh bien non. Malgré la relaxe, la justice traîne et Luna n'a pas été rendue à ses parents. Et ce que révèle Vosges Matin dans sa dernière édition, c'est que n'en pouvant plus d'attendre, eh bien hier, le couple a récupéré leur enfant de force lors d'un droit de visite. Ils parlent dans le journal d'un acte spontané, non pas prémédité. Ils expliquent: on nous a privés des premiers pas et des premiers mots de notre fille, qu'on nous la rende une bonne fois pour toutes. Une chose est sûre, on ne nous la reprendra pas. Le combat d'un couple injustement privé de son enfant, une histoire qu'il va falloir suivre dans les prochains jours. Ça y est donc, on a retrouvé le président. Et oui, et pourtant en lisant Despaux Minet, le dernier numéro du magazine Point de Vue sur les vacances des têtes couronnées et des présidents, je constatais qu'on ne savait toujours pas où était passé François Hollande, porté disparu depuis 5 jours. Mais c'était avant de lire Le Parisien et Nice Matin qui publie les photos du chef de l'État, donc Europe 1 vous l'a déjà raconté ce matin, attablé dans ce petit village du Var avec un groupe d'amis dont Jean-Pierre Jouyet et Bernard Cazeneuve pour fêter son anniversaire. Le président aura donc réussi à tenir en échec les photographes pendant 5 jours, un exploit pour Le Parisien. Il faut dire que depuis sa première sortie estivale ratée de président en août 2012 avec Valérie Trierweiler, tout le monde se souvient, et puis la révélation par la presse People de ses escapades scooteristiques vers Julie Gaillet, le chef de l'État a appris à se faire discret. Un restaurant, un anniversaire, une photo anodine, ça n'est pas l'avis du Parisien, pour qui on est bien là dans la communication politique. Hollande, entouré d'amis, en vacances mais en costume, s'offrant un modeste bain de foule, alors que l'ancien président Nicolas Sarkozy vient lui d'apparaître en une de Paris Match en surfeur bronzé dans une villa de luxe en Corse. Pour le Parisien, c'est certain, quand le débat politique fait la sieste, la politique devient un concours de cartes postales. Et puis tenez, à propos de vacances toujours, si vous voulez rêver un peu, je vous invite à découvrir page 13 du Figaro, la visite d'une île très privée des Caraïbes. Moustique, ce confetti paradisiaque où l'on ne peut débarquer que si on y est invité, ou propriétaire d'une des 110 villas de l'île, ou alors si on en loue une, moyennant, Patrick, c'est une bagatelle, 20 000 à 35 000 euros la semaine. À ce prix-là, quand même, pour voisins de serviettes de plage, vous pouvez avoir le prince William et la princesse Kate, Bill Gates, Jennifer Lopez, Johnny Depp ou encore Mick Jagger. Alors, de l'ultra-luxe, on passe à l'ultra-misère. Oui, comme Europe 1 ce matin, dans notre journal de 7h30, vous le racontez, Libération revient sur cette histoire. L'histoire du bidonville qui voulait devenir village. Nous sommes là au Samaritain. C'est le plus vieux bidonville de la région parisienne, à la Courneuve, en pleine zone industrielle. 8 ans qu'il existe, essentiellement habité par des familles roms. C'est un bidonville un peu atypique. 78 cabanes, biscornues certes, mais aussi costaudes que possible. Et elles n'ont pas poussé au petit bonheur la chance, non. Elles sont alignées selon les meilleures règles de l'urbanisme. Ici, les habitants ont créé 3 rues. Il y a même une place, il y a même une église. L'extérieur est soigné, les intérieurs aussi. Dans les rebuts des grandes villes, on fait des trouvailles. Les chaises en tapisserie sont confortables. Les fenêtres ont des rideaux en dentelle. Il y a l'électricité quelques heures par jour grâce à des batteries et des groupes électrogènes. Mais ce bidonville qui s'est donc rêvé village, il devrait bientôt être rasé. La justice a donné son feu vert. Le camp est sous la menace d'une expulsion à partir de demain samedi. Des associations se sont pourtant regroupées pour aider les habitants du bidonville à améliorer leur quotidien, évacuer les ordures, améliorer les sanitaires, renforcer la scolarisation des enfants. Mais l'État, ni la commune d'ailleurs, ne veulent entendre parler de cette pérennisation du site. Pourquoi, se demande un sociologue et un anthropologue dans l'IB, 2 membres d'un programme d'aide aux Roms. Pourquoi les chasser sur la route, les précariser, les fragiliser, alors que les laisser là ne coûte rien
Deux réponses selon eux. D'abord, non loin du bidonville, en décembre, va se tenir la fameuse COP21, la grande conférence sur l'environnement. Il faut faire place nette, Europe 1, vous l'expliquez à 7h30. Mais surtout pour l'État, il ne faut pas encourager les Roms à s'installer. Les laisser s'améliorer et les laisser améliorer les choses, ce serait laisser une alternative à l'expulsion. À compter de demain, samedi 15 août, les familles de Samaritains, le plus vieux bidonville d'Île-de-France, vont donc commencer à guetter les voitures de police et les bulldozers. Et un mystère pour terminer. Oui, c'est la une de L'énigme. Oui, c'est la une de la Provence. Ce matin, vous allez voir le mystère des bandeaux rouges. Depuis une semaine, de nombreuses statues de Marseille sont affublées d'un tissu rouge, leur voilant les yeux. L'auteur reste introuvable, son objectif inconnu et les théories fusent en ce moment à Marseille. Alors pour certains, c'est un gang de fétichistes qui est à l'œuvre. Le gang, le gang des coquinous, estime un internaute. Sophie, c'est aussi votre avis, c'est ça? Oh, peut-être bien. Pour d'autres, les statues ont les yeux volés parce qu'elles ont de Bielsa, vous savez, l'entraîneur de l'OM qui a abandonné son équipe en plein début de championnat. Et puis pour d'autres encore, c'est sûr, la cause est politique. Nos illustres aïeux ne veulent pas voir comment leur ville change. Sophie, vous n'avez pas une théorie, vous? J'étais proche de celle-ci. Ah, la théorie Justement. politique. Donc. Oui. Ce qui est certain, c'est que la police municipale est en train d'étudier les vidéos des caméras de surveillance. Donc si c'est vous, Sophie, vous allez vous faire attraper. Qui bande les yeux des statues? Pour l'heure, le mystère reste entier. J'ai mis les photos en ligne sur Twitter avec le hashtag E1 matin et j'attends vos théories. Oui. Avec un tissu rouge, ça a peut-être son importance. Oui, alors, c'est ça, c'est très très mystérieux. Ouais. Merci. La réponse donc peut-être pendant ce week-end ou lundi. Bon week-end à vous, Samuel. Bon week-end.